on va commencer avec la première question, puisqu'on est un peu en retard. On a accumulé un retard presque de plus d'une demi-heure. Donc, on essaiera de se rattraper, donc on va y aller rapidement. Donc, la première question, c'est par rapport à une incidence cumulée. Vous allez partager avec moi les réponses, hein, bien sûr. Donc, n'est pas une fréquence relative. Qu'est-ce que vous pensez? S'il vous plaît. Vous m'écoutez? Oui, professeur. Donc, une infection nosocomiale, est-ce que plutôt une incidence, est-ce que c'est une fréquence relative? Non, ou bien oui? Oui, c'est une Fréquence relative. Donc, la première question est fausse. La deuxième question maintenant. Peut-être un taux d'attaque global ou spécifique. Qu'est-ce que vous pensez? S'il vous plaît, essayez de communiquer avec moi. Vous m'écoutez? Oui, on vous écoute. Donc, on envoie des messages. Peut-être. Donc, je préfère de ne pas voir les réponses pour que vous puissiez répondre. Voilà, ça c'est un autre examen. Donc, une incidence cumulée n'est pas une fréquence relative, c'est faux, puisque l'incidence cumulée c'est une fréquence relative, puisqu'elle est estimée en rapportant un nombre de cas, ou bien ce qu'on appelle le numérateur, sur un dénominateur. Et le numérateur, bien sûr, appartient au dénominateur. Donc, l'incidence cumulée, c'est une fréquence relative. Peut-être un taux d'attaque global ou spécifique pour décrire une épidémie. Effectivement, ça c'est la réponse juste, puisque l'incidence lors d'une investigation, et quand on fait l'investigation, on estime un taux d'attaque global, c'est-à-dire le taux d'attaque pour toute la population, exposée bien sûr, et après on va estimer un taux d'attaque spécifique. Et généralement, le taux d'attaque spécifique, c'est par rapport à l'âge, par rapport au sexe, par exemple, par rapport à la résidence, le village, et tout ça, et ce taux spécifique est utilisé pour décrire ou bien pour mieux expliquer l'épidémie. Donc ça, c'est le B, c'est la bonne réponse, c'est le B. La question, le QCM, la réponse C, pardon, a la même signification qu'une fréquence prévalence de période. Donc, la prévalence n'a pas la même signification que l'incidence, puisque l'incidence, elle est en rapport avec les nouveaux cas, alors que la prévalence, elle est en rapport avec, elle prend en considération les anciens et les nouveaux cas. Il y a un risque de contracter la maladie en fonction d'une unité de temps. Certes, l'incidence cumulée, c'est un risque, mais qui ne prend pas en considération l'unité de temps. Et donc il ne prend pas en considération l'unité de temps. Et donc, celle qui prend en considération l'unité de temps, c'est la densité d'incidence. Donc, ça, c'est une réponse fausse aussi. Implique toujours une cohorte dynamique? Non. Donc, on peut calculer l'incidence cumulée soit à travers une cohorte dynamique ou bien à travers une cohorte stable. Donc, pour la première question, donc, la réponse B est la bonne réponse. La deuxième question,
Donc, la fraction étiologique de lait chez l'enfant consomme. Allô? On vous entend, mais avec écho, professeur. Oui, je sais. C'est un problème au métier. Il fallait utiliser comme d'habitude donc j'arrive pas à ouvrir le document. Hein. Alors, comme ça, vous arrivez à voir le sujet. Oui. Donc maintenant, la question 2. Une épidémie de fièvre typhoïde qui a débuté le 2 juin 2012 et a terminé, ça c'est une petite erreur de frappe. Alors, on peut omettre des chiffres, donc qui a terminé le 17 juin 2012. Et probablement, qu'est-ce que vous pensez? Donc, elle a duré donc, du 2 juin jusqu'à le 17 juillet. Donc, la durée de l'épidémie, elle est égale à combien? Donc, la durée de l'épidémie, elle a duré combien? 21 jours? 15 jours. 15 jours. Très bien. Donc, elle est considérée dans cette situation comme une épidémie à source commune ou persistante, ou bien une épidémie à source commune momentanée, ou bien une épidémie à source commune initiale suivie d'une transmission de personne à personne, ou bien une épidémie par transmission directe de personne à personne, ou bien une épidémie où les deux modes de transmission directe et indirecte coexistent. Qu'est-ce que vous pensez? Une réponse, s'il vous plaît. Momentané. C'est momentané puisque la durée d'incubation de la fièvre typhoïde, la durée d'incubation, elle est égale à la durée de l'épidémie. La durée d'épidémie, 15 jours. La durée d'incubation médiane de la fièvre typhoïde est 15 jours. Et donc, une épidémie à source commune momentanée, elle est égale, donc on peut la qualifier comme source commune momentanée lorsque la durée de l'épidémie est égale à la durée de l'incubation en moyenne. C'est le cas. Donc, la réponse, c'est une épidémie à source commune momentanée. D'accord. Normalement, voilà, on a deux sujets. Ça, c'est le deuxième sujet. On garde, pardon. Très bien. La troisième question,
Donc, Malish, on va faire cet exercice. Donc, pour la première question, en total, 15 cas de diarrhée sanglante, dans 8 cas, ont développé un syndrome hémolytique et irémique, ont été recensés après la participation de convives à un buffet. La date de début du symptôme pour ces cas s'est étalée du 15 au 24. Donc, ça, c'est la date du début du symptôme. Avec un maximum de cas le 17. L'agent infectieux en cause dans la survenue de ce cas est probablement. On a mis le staph et le corps. Qu'est-ce que vous pensez pour le staph? Je connais pour le staph. Qu'est-ce que vous pensez? C'est faux. Pourquoi? Qui peut me dire pourquoi? La durée moyenne d'incubation, elle est de 1 à 6 heures. 1 à 6 heures, et puis après, le staph ou la toxine ne donne pas Ne une diarrhée n'entraîne pas une sanglante. diarrhée sanglante. Oui. Très bien. Ne pas entièrement invasive. Souche d'Escherichia coli. Qu'est-ce que vous pensez? Donc, vous avez 15 cas. Dans 8 cas, ont développé un syndrome hémolytique, ont été recensés après la participation des convives à un buffet, bien sûr. La date donc, du début du symptôme pour ces cas s'est étalée. Donc, elle est de 15, 16, 17, 18, 19, à peu près combien de cas? Avec, il a donné la média, il a donné le mode avec un maximum de cas de 17. Il a donné la date du début de l'épidémie. Donc, on peut estimer, là, on peut calculer ce qu'on appelle la durée d'incubation. Qu'est-ce qu'on peut calculer à travers ces données-là? Qui peut me dire? Donc, le deuxième agent qui a été suspecté, c'est les souches d'Escherichia coli. C'est faux ou bien juste? C'est faux. Pourquoi? L'Escherichia coli, c'est faux. S'il vous plaît. Salmonella latifi, c'est faux ou bien juste? Juste. Salmonella latifi, la durée d'incubation تاعها شحال؟ Ils ont participé à la même convive. Donc, si c'était la Salmonella latifi, la durée d'incubation de Salmonella latifi, la durée d'incubation médiane, c'est à peu près 22 heures. Donc, l'épidémie, normalement, elle dure 22 heures. Est-ce que c'est le cas? S'il vous plaît, vous me répondez. C'est le cas, oui ou non? Non. C'est pas le cas. Ils ont, dans l'énoncé, donc il faut bien lire votre énoncé. Dans l'énoncé, il parle d'une source commune momentanée. Ont été recensés après la participation de convives à un buffet. D'accord? Vous m'écoutez, Yak? La question des Shigella désintérêt. Qu'est-ce que vous pensez aussi? Possible. Le Shigella a une durée d'incubation de 48 heures. Par contre, dans cette situation, le germe qui est responsable, c'est l'Escherichia coli. L'Escherichia coli qui a une durée d'incubation au-delà de 48 heures et qui donne des symptômes, généralement, des diarrhées sanglantes. Donc, ça, c'est pour la réponse 1. Il faut lire bien l'énoncé, hein, puisqu'ici, il vous donne deux informations très intéressantes. C'est la source. Donc, ils ont recensé les cas après la participation à un buffet. Donc, ils ont consommé ou ils ont été exposés à la même source. Ils vous donnent la date du début des symptômes.
Il donne pour 6 cas, c'est étalé, donc la date de début du symptôme du 15 au 24. Il veut donner aussi le mode. Donc, essayez d'utiliser ces données-là pour que vous puissiez estimer la durée d'incubation de l'agent infectieux. Donc, la QCM 2, on a vu ça. Le QCM 3, un accident communautaire à l'origine d'une épidémie d'origine virale qui a débuté le 2 avril 2012 et qui a pris fin le 30, a eu lieu probablement. Donc, nous avons une épidémie communautaire d'origine virale, peut-être le 2 et qui a pris fin le 30. Donc, si on va déterminer le moment d'exposition, qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que c'est entre le 15 et le 22, entre le 10 et le 17, entre le 25 et le 3, entre le 25 et le 31, ou bien entre le 11 et le 28? Comment on peut déterminer l'intervalle ou bien le moment d'exposition en utilisant bien sûr la méthode Minimax ici. Vous avez la durée, vous avez le début de la maladie, le 2, vous avez la fin de l'épidémie, le 30. L'hépatite virale A une durée d'incubation médiane de combien? L'intervalle de la durée d'incubation de l'hépatite virale A est varié entre et entre. Donc, ça dure combien la durée d'incubation de l'hépatite virale? 15 à 50 jours. Très bien, c'est 15 à 50 jours. Maintenant, si on va utiliser la méthode Minimax, on va déterminer exactement le lieu de l'exposition. Donc, soit il est entre, si on va prendre 15, on revient de moins 15, c'est-à-dire 2 avril, et on revient dans le temps, on trouve combien? S'il vous plaît, il faut participer pour que vous puissiez apprendre rapidement. Donc ici, par exemple, entre le 11 et le 15-8, et le 15 mars, comment on a trouvé cette période-là? Comment on a trouvé la période 11 et 15 mars? Je voulais qu'on l'ait rapidement. Rapidement. Comment le 2 avril, moins 15 jours. Très bien, c'est ça. D'accord. Okay. Donc, on revient dans le temps. On utilise la méthode Minimax. D'accord? Nous avons le QCM 4 dans une étude 4 témoins. Dans une étude 4 témoins, on estime quel est l'indicateur à estimer à travers cette étude. Dans une étude 4 témoins, on estime quoi? On estime une incidence. S'il vous plaît, une réponse. Dans une étude 4 témoins, est-ce qu'on détermine la prévalence? C'est faux ou non? C'est faux. Non, ce n'est pas la prévalence. La prévalence, c'est pour les études transversales, pour les études de prévalence. Le taux d'incidence, quand est-ce qu'on estime le taux d'incidence? Pour les études de cas témoins. Cohorte. L'incidence, c'est l'indicateur à estimer pour une étude cohorte. La prévalence et l'incidence, est-ce que c'est juste d'estimer à travers une étude 4 témoins la prévalence et l'incidence? C'est faux. Les proportions d'exposition. Donc, on va comparer les proportions d'exposition. C'est juste. Puisque dans une étude 4 témoins, on détermine, on estime le taux de prévalence, la proportion d'exposition. On va estimer la proportion d'exposition chez le cas et la proportion d'exposition chez le témoin. D'accord? Voilà, QCM 5 maintenant. Dans une étude 4 témoins sur le syndrome de choc toxique, on est toujours avec l'étude 4 témoins. Ça, c'est un QCM qu'on les a posés lors du dernier examen de 6e année.
Donc, dans une étude 4 mois sur le syndrome de choc toxique, 3 patients parmi 4 ayant contracté un choc septique. Donc, étude 4 mois, donc, sur le choc septique, donc les cas, ceux qui ont contracté le choc septique, et les témoins, ceux qui n'ont pas contracté le choc septique. Donc, ces 3 cas sur 4 ont été opérés par un chirurgien ne porte pas convenablement le masque versus un seul patient parmi les 12 témoins de l'étude. Donc, il y avait 12 témoins. Parmi les 12 témoins, il y avait une personne qui a développé le choc septique. Le risque pour un patient opéré par un chirurgien qui ne porte pas convenablement le masque de contracter un choc septique par rapport au patient opéré par un chirurgien qui ne porte pas convenablement est multiplié par. Comment on va faire pour déterminer ou pour estimer le risque? D'abord, la question à poser, ici, quel est le risque à déterminer, bien sûr, lorsqu'on utilise une étude 4 mois? On estime quoi? Quelle est la mesure d'association épidémiologique qu'on la détermine lors d'une étude 4 mois? Est-ce que c'est le risque relatif? S'il vous plaît, répondez-moi. C'est le risque relatif. Ah? C'est l'autre ratio. C'est l'autre ratio, très bien. Maintenant, pour estimer le risque, si les sujets qui ont été opérés par les silicats, le pourcentage d'exposition sur les cas, par rapport au pourcentage d'exposition chez les tumeurs. Comment on va calculer ce risque-là? Donc, on va faire un tableau de contingence 2 fois 2. D'accord? Vous avez les cas. Vous avez combien de cas? 4 cas. Parmi ces cas, 4 cas, combien plutôt, vous avez effectivement, vous avez 3 patients parmi 4 patients. Donc, vous avez 4 malades. Vous avez 4 patients. Parmi ces patients, il y avait 3 cas. D'accord? 3 cas qui ont été exposés à un chirurgien ou l'a opéré par un chirurgien qui ne porte pas un masque. Donc, on peut faire un tableau de contingence 2 fois 2. J'aurai les cas et les témoins. J'aurai chirurgien porte masque, oui ou non. Et je peux estimer, donc faire un tableau de contingence et déterminer le risque. Qui peut me dire le risque ici est égal à combien? Est-ce que vous prenez? Donc, le risque est plus multiplié fois 3, fois 13, fois 20, fois 23, fois 33, ou bien fois 43. Qu'est-ce que vous pensez? « 33 ». Donc, il y avait 3 cas, 4 cas plutôt le total. Parmi les 4 cas, il y avait 3 qui ont été opérés par un chirurgien qui ne porte pas le masque. Donc, il reste un cas qui a développé le choc septique, mais par un chirurgien qui porte le masque. Il y avait 12 témoins et parmi les 12 témoins, donc, on a eu un cas de choc septique. Donc, il y avait un cas de choc septique. Si on va utiliser le tableau de contingence, on trouve combien? Il est égal à combien? Comment on a trouvé le 33? Qui peut me dire comment on a calculé 33? 3 fois 11 divisé par... Donc, 3 fois 11. Fois 11, 3 fois 11, très bien. Et par rapport à 1 fois 1. Donc 1. Très bien, vous avez bien. Ça, c'est le tableau de contingence déterminé à partir des données. Donc, si je reprends les données, j'ai 4 cas. 4 cas de choc septique. Parmi ces 4 cas, il y avait 3 qui ont été opérés par un chirurgien qui ne porte pas le masque. Il y avait 12 témoins. Il y avait un cas parmi les 12 témoins qui a été opéré par un chirurgien
qui ne portent pas le masque. Maintenant, je peux compléter mon tableau. Donc, il reste 1 pour oui pour les cas. Il reste 11 pour les témoins. Maintenant, la population exposée ici, celle qui a été opérée par le chirurgien qui ne porte pas le masque. Et donc, je vais multiplier le A, ça sera 3 fois 11. A, B, C fois C divisé sur 1 fois 1 et je trouve notre relation est égale 33. Et donc, je peux dire que le risque est multiplié fois 33. D'accord? Donc, toujours dans une étude cas témoin. Mais cette fois-ci, ça demande un peu pour répondre à ces questions-là, ça demande à lire bien et essayer de dessiner des tableaux. Donc, une étude cas témoins impliquant 15 cas de coqueluche et 75 témoins. Donc, vous avez le total des cas, 15 cas. Et vous avez le total des témoins, 60 cas. A été réalisé pour évaluer l'efficacité du vaccin anti-coqueluche. Le laps de temps depuis la dernière vaccination a été inférieur ou égal à 5 pour 2. Et si l'exposition, donc le facteur d'exposition, c'était la durée ou le laps de temps entre la vaccination vis-à-vis, depuis la vaccination, vis-à-vis bien sûr les cas et les témoins. Donc, le laps depuis la dernière vaccination a été inférieur ou égal pour 2 cas. Donc, vous avez 5 cas. Donc, moins de 5 ans, ils ont développé 2 cas. Donc, au-delà de 5 ans, ce sera 15 moins 2. Donc, on trouve 13. Par contre, toujours pour les témoins, moins de 5 ans, vous avez 25 témoins, plus de 27, plus de 5 ans. Donc, c'est l'autre modalité. Ce sera 75 moins 25. Je peux, dans cette situation, dessiner le tableau de contingence 2 fois 2 et je détermine l'efficacité du vaccin. Quel est le paramètre à estimer pour déterminer l'efficacité du vaccin? Qui peut me dire? Donc, l'efficacité du vaccin, en se référant au laps de temps, peut être estimée à 100%, à 90%, à 80%, à 70% et à 30%. Qu'est-ce que vous pensez? S'il vous plaît. Il y a des messages dans la discussion, docteur. Hein? Il y a des messages dans la discussion, ils disent 70%. Je ne sais pas comment ils ont. Donc, attends, comment ils ont calculé 70%? Je vais voir les messages. Ah, il me dit 70%. Comment il a calculé 70%? Qui peut me dire? Qui va chercher cette lac 70%? Je connais problème. 70%, c'est quoi en réalité? S'il vous plaît. 70%, c'est l'efficacité. C'est la fraction. C'est une fraction. Ici, l'efficacité du vaccin, c'est la fraction. Je connais comment? Protectrice? C'est pas protectrice. On peut dire protectrice, mais c'est la fraction. Moi, les études cas témoins, on peut calculer l'observation. Donc, ici, si vous allez faire un tableau de contingence 2 fois 2, vous avez la première colonne, c'est les cas et les témoins. Et vous avez en haut, donc, plutôt ça, c'est la ligne. Et pour les colonnes, ce sera laps de temps inférieur à 5 et supérieur à 5. D'accord? Et vous avez donc
vous avez pour les cas, nous avons combien de cas? Nous avons 15 cas. Le total des cas, c'est 15. Parmi les 15 cas, il y avait 2 cas qui ont eu développé la coqueluche avec un laps de temps moins de 2. D'accord? Et vous avez, pour les témoins, vous avez 75 cas. Parmi les 75 cas, ça c'est le total en ligne, vous avez 25 témoins. Donc ici, vous avez deux possibilités. Vous allez calculer l'observation, puis après, estimer la fraction étiologique de risque. Et la fraction étiologique de risque ici, elle reflète l'efficacité du vaccin. Donc, si on va le calculer, ce sera 13 et ce sera 75 moins 25. Il y a combien? 75 moins 25. 50. 50. La population exposée, ou bien celle de référence, ce sera moins de 15, moins de 5 ans ou la plus de 5 ans? La population à risque. Plus de 5 ans. D'accord. Donc, si vous avez le tableau de contingence, essayez d'estimer la fraction étiologique, vous allez effectivement trouver une fraction étiologique qui est égale à 70. D'accord. Donc, vous estimez l'observation, puis après l'observation moins 1 sur l'observation, ça c'est la méthode la plus simple, bien sûr. On va y aller parce qu'on doit y aller rapidement. Donc, nous avons le quotient 7. Maintenant, si le taux de mortalité d'une maladie coronarienne est 22 pour 1000 chez les hommes et 18 pour 1000 chez la femme. Maintenant, ça c'est simple. Le risque de décéder d'une maladie coronarienne chez l'homme par rapport aux femmes est, qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce que vous allez faire? On calcule la différence de risque. Calculer le risque. Ah, très bien. Ici, il a estimé, donc il a calculé l'observation. L'observation, regardez bien, ici, à l'observation moins de 1. On a dit quand le risque relatif ou bien l'observation moins de 1 pour calculer l'efficacité vaccinale, qui est la fraction étiologique préventive, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, on détermine ou on utilise, c'est-à-dire l'efficacité de cette fraction préventive, c'est le complément à 1. Il a un autre ratio 0,5, donc ce sera 1 moins 0,3, ce sera 1 moins 0,3. Maintenant, si on a inversé, si par exemple, le laps de temps inférieur à 5, on les a désignés comme modalité ou bien comme le facteur comme modalité d'exposition. Dans cette situation, vous allez trouver un observation au-delà de 1, vous allez utiliser observation moins 1 divisé sur l'observation. Donc, quand vous avez un risque relatif, ou bien une observation moins de 1, dans cette situation, la fraction préventive, même on peut parler de la fraction étiologique, puisque la fraction étiologique est égale, l'efficacité vaccinale est égale aussi la fraction préventive. Donc, c'est le complément à 1. Si par exemple je trouve un risque relatif est égal à 0,2, la fraction préventive, ce sera 1 moins 0,2. C'est la même chose pour l'observation. Ici, on a trouvé l'observation est égale à 0,3. Donc, elle est inférieure à 1. Donc, l'efficacité, ce sera 1. Le complément à 1, ce sera 1 moins 0,3. Très bien. Donc, ici, vous allez calculer le risque relatif, puis après, vous allez donner signification, puisqu'on a deux possibilités pour interpréter le risque relatif. Soit dire que le risque est augmenté ou bien multiplié, soit on peut dire, par exemple, si le risque est égal à 1,22, cela signifie que l'observation, que le risque est augmenté de 22%. Comment on a déterminé 22%? Ce sera le risque relatif moins 1. C'est le contraire maintenant. Donc, pour cet exemple, donc on trouve combien le résultat, elle est égale à combien? Donc, le risque est augmenté de combien?
Est-ce qu'il y a des réponses? Il n'y a pas de réponse? 22. Donc, le risque, comment vous avez trouvé 22? 22 divisé par 18,6. Vous avez fait 22 pour 1000 patients hommes divisé sur 10. Vous avez trouvé combien? 22 divisé par 18. شحال لقيتي؟ 1,18. 1,18. Et comment vous avez trouvé 22? On prend la virgule. Ah? ما فهمتش. كيفاش لقينا 22 هذه؟ شكون اللي يقول لي؟ Le risque de décéder. Donc, pour calculer le risque, ce sera 22 pour 1000 divisé sur 18 sur 1000. Vous allez effectivement trouver un proche 22 et le risque est augmenté de 22%. Adorez les calculs. Donc, c'est à peu près la même question qui vient après. Donc, si le taux de mortalité pour l'homme est 22 pour 1000 et chez la femme 18 pour 1000, cette quantité, d'ailleurs, cette question va vous faciliter la réponse de la question précédente. Et regardez bien, donc, si le taux de mortalité de cancer est de 22 pour 1000 chez l'homme et 18 chez la femme, la quantité 22 pour 1000 sur 18,6 et cette quantité, alors, elle détermine le risque relatif, l'autre ratio, une différence de risque, une fraction étiologique et une fraction prémontée chez la femme. Qu'est-ce que vous pensez? Un risque relatif. Bien sûr, le rapport entre deux taux, le taux, quel que soit le taux, soit le taux de mortalité, soit le taux d'incidence, ou bien le taux de prévalence, ou bien le taux de densité d'incidence. Donc, le rapport entre deux taux là, taux de mortalité, taux de prévalence, taux d'incidence, taux de densité d'incidence, ce rapport-là permet d'estimer un risque relatif. D'accord? Donc, il faut garder toujours ça dans votre tête. Le risque relatif, c'est un rapport entre deux taux de mortalité. On dit le taux de mortalité ou le taux d'incidence de décès. C'est la même chose. La mortalité est dédiée pour les décès et l'incidence est utilisée pour les nouveaux cas ou bien les cas incidents. Mais ça reflète la même chose. On revient à l'étude cas témoin maintenant. Donc, pour l'étude cas témoin, une étude cas témoin implique 15 cas de coqueluche et 75 témoins. A été réalisée pour évaluer l'efficacité de vaccins anti-coquelucheux. Le laps de temps depuis la dernière vaccination a été égal ou inférieur à 5 pour 2 cas. On a fait. Donc, le QCM 10. La phase étiologique de l'investigation d'une épidémie survenue dans une petite collectivité, donc on a mis toutes les réponses proposées ci-dessus sont justes, ne peut pas utiliser l'approche cohorte étiologique. Est-ce que c'est juste? S'il vous plaît. Dans une étude, lorsqu'on passe à la phase étiologique dans une étude, dans une investigation, donc l'investigation est composée par deux phases. La première phase, c'est la phase descriptive, qui est composée de 5 étapes, et la deuxième phase, qui est la phase étiologique, qui est composée aussi de 5 étapes. En réalité, 3 étapes, avec 2 étapes, la rédaction et bien sûr la rédaction de l'article à la fin et réaliser une enquête plus approfondie à la fin de cette épidémie. Donc, toutes les réponses sont justes. La deuxième ne peut pas utiliser l'approche cohorte étiologique. Ça, c'est faux. Ne peut pas utiliser l'approche cas témoin. C'est faux.
peut utiliser l'approche transversale car les indicateurs calculés sont les prévalences. Donc, on ne peut pas utiliser une étude transversale pour quand on réalise une investigation épidémiologique. Ça, c'est faux. Peut utiliser n'importe quelle étude descriptive. En réalité, ici, on a fait une petite erreur puisque toutes les réponses proposées sont fausses. D'accord? C'est pour ça qu'on n'a pas. Donc, ici, donc, toutes les réponses sont fausses. Puisque dans une étude, dans une investigation, donc dans une investigation, on peut utiliser l'approche cohorte, on peut utiliser l'approche cas témoins, on ne peut pas utiliser l'étude transversale, puisque l'étude transversale n'est pas faite pour identifier les facteurs de risque. Et enfin, on ne peut pas utiliser n'importe quelle étude, quel type d'étude descriptive. Et d'ailleurs, on ne peut pas utiliser les études observationnelles pour déterminer ou bien pour investiguer et déterminer la cause d'une épidémie. Donc, généralement, on utilise deux études connues, les taraformes, c'est l'étude cas témoin ou bien l'étude cohorte. On va terminer avec le premier exercice et on se voit, Inch'Allah, durant une autre séance qui va être programmée en collaboration avec votre délégué. Donc, c'est un cas clinique très intéressant. Donc, une cohorte de 1013 nouveau-nés issus d'une grossesse unique à terme, donc supérieure ou égale à 37, ont été suivis jusqu'à l'âge d'1 an pour évaluer l'impact du nombre de consultations prénatales sur la mortalité au cours de la première année de vie, c'est-à-dire entre la naissance et l'âge de 11 mois révolus. Bien sûr, on a pris en milieu rural défavorisé. Ça, c'est une enquête qui a été réalisée, qui a apporté une cohorte de plus de 1013 nouveau-nés. Et parmi les nouveau-nés dont les mères ont eu au moins 3 consultations prénatales, 7,8 sont décédés. Donc, vous avez deux modalités. La première modalité, c'est les mères avec 3 consultations. Ça, c'est le premier groupe. Dans ce groupe-là, c'est-à-dire les mères qui ont assuré 3 consultations, la cible, ce qui était les décès, donc on a enregistré 7,8 décès. Quand 3,7 des nouveau-nés dans les mères ont bénéficié d'au moins 3 consultations, c'est-à-dire 3, lorsqu'on dit d'au moins, ça signifie 3, ou bien maximum 3, donc ou bien 2, ou bien 1. Par contre, lorsqu'on dit d'au moins au plus, c'est-à-dire c'est par rapport à l'augmentation. Ici, d'au moins 3 consultations, c'est minimum 3 consultations. Donc, pour le minimum de 3 consultations, c'est-à-dire l'inverse, pour le minimum de 3 consultations, c'est-à-dire ils ont réalisé 3 consultations, mais il y avait d'autres femmes qui ont consulté 4, il y avait d'autres femmes qui ont consulté 5. L'essentiel, pour cette population, cette cohorte d'au moins 3 consultations, donc on a enregistré 3,7 décès. Donc, ceux qui ont réalisé moins de 3, il y avait 7,8 décès. Ceux qui ont réalisé au moins, c'est-à-dire le minimum 3 consultations, il y avait 3,7 décès. La première question, donc les pourcentages de l'énoncé, ça c'est important, ne peuvent pas être assimilés à une incidence cumulée. Qu'est-ce que vous pensez? Ça c'est une bonne question, hein, s'il vous plaît. Est-ce qu'à travers cette cohorte descriptive, on peut calculer une incidence cumulée? S'il vous plaît. Est-ce qu'il y a une réponse? Il y a une réponse, quelqu'un, Saf, il me dit non. L'autre, Hannoun, elle me dit oui. Donc, à travers une cohorte, on peut estimer l'incidence, bien sûr, l'incidence cumulée.
quand on met un système de surveillance, nous avons une cohorte qui est en train de les suivre. Donc, le 7,8% de décès chez la population qui a été consultée moins de 3 fois, et 3,7, c'est la population qui a consulté au moins 3 fois. Donc, c'est des incidences cumulées. Ça, c'est une réponse fausse en réalité. Ce sont des ratios de mortalité spécifiques. Qu'est-ce que vous pensez? Ce sont des ratios de mortalité spécifiques. Ne peuvent pas être comparés en utilisant la méthode de test de l'hypothèse nulle. Est-ce qu'on peut les comparer? Peuvent être assimilés à des prévalences. Et la dernière question sont des taux de mortalité spécifiques. Qui peut me donner la bonne réponse? Ça, elle a la bonne réponse. Lola, elle me dit la réponse E, et Zahia, elle me dit la réponse B. Une autre réponse, il y a une autre réponse. Il y a une autre qui me dit la réponse. Effectivement, c'est la réponse E, puisque 7,8, c'est une incidence cumulée, ou bien un taux de mortalité spécifique pour la population qui a été suivie de moins de 3 consultations. Et 3,7, c'est une incidence cumulée, ou un taux de mortalité pour la population, là, pour les mères qui ont bénéficié au moins, ou là, d'au moins 3 consultations. Donc, c'est des taux de mortalité spécifiques. La deuxième question, le taux de mortalité global est 7,8, 3,7, 11 et 3. Comment on peut estimer le taux de mortalité global? Qui peut me dire comment on peut estimer le taux de mortalité global? Et est-ce qu'on a la possibilité de déterminer ce taux? Nous avons 2 possibilités de déterminer ce taux. Donc, la première, donc on doit pondérer. Donc, on doit avoir la fréquence des mères qui ont été suivies qui ont été consultées moins de 3 consultations. Et on doit avoir la fréquence des mères qui ont été consultées d'au moins 3 consultations. Donc, et on va pondérer, donc on va multiplier chaque taux dans cette fréquence et on fait la somme pour estimer cette prévalence, plutôt ce taux de mortalité globale. Et la deuxième situation, on doit avoir le nombre total de décès pour les 2 groupes rapportés sur la population totale. Et dans notre exemple ou bien dans notre énoncé, nous n'avons pas cette information. Nous n'avons ni la fréquence par groupe, ni le nombre total des décès pour les 2 groupes. Et donc, pour cette question, la réponse est simple, ne peut pas être déterminée. Quand vous n'avez pas la donnée, il faut oser dire qu'on ne peut pas déterminer ce taux ou cette fréquence. La structure de cette étude est une étude 4 mois, un essai, s'il vous plaît. La structure de cette étude est une étude 4 mois, un essai randomisé, une étude cohorte, une étude transversale. Qu'est-ce que vous pensez? Une étude 4 mois emboîtée dans une cohorte, qu'est-ce que vous pensez? Docteur, j'ai une question, s'il vous plaît. Oui. J'ai pas pu déterminer est-ce que c'est une étude dynamique ou stable. Alia, C'est le cas. on n'a pas posé cette question. Nous n'avons pas ces informations. Vous avez une cohorte qui est composée de 1300 naissances nouveau-nés d'une grossesse unique à terme. Donc, on a pris toutes les femmes ayant une grossesse unique et on a identifié 13 nouveau-nés. D'accord? Donc, ont été suivis, donc on a suivi les nouveau-nés jusqu'à l'âge d'1 an. On les a suivis pendant 1 an pour évaluer l'impact du nombre de consultations sur la mortalité au cours de la première année. D'accord? On a pris parmi les nouveau-nés
dont les mères ont eu au moins 3 consultations. Le groupe 1, c'est des nouveau-nés avec, dont les mères ont eu, ils ont consulté moins de 3 fois. Il y avait, essayez de schématiser ce que je suis en train de vous dire. Hein. Un groupe 1, le groupe A, c'est le nombre de consultations des mères moins de 3 ans. C'est le nouveau-né, bien sûr, et leurs mères ont consulté moins de 3 ans. Puis après, vous faites une flèche pour estimer la cible. Donc, parmi cette population, parmi ces nouveau-nés, il y avait 7,8% d'essais. Alors, pour le deuxième groupe, il y avait des nouveau-nés dont les mères ont bénéficié de moins de 3 consultations, c'est-à-dire toutes les mères, tous les mamans qui ont bénéficié le minimum de consultations, 3. Et plus, donc, c'était le deuxième groupe, on les a suivis aussi pendant une année et on a trouvé un taux de mortalité 3,7. Donc, la structure de cette étude, est-ce qu'elle pourrait être une étude cas témoin? فهمتي؟ Oui, donc, merci. Est-ce que, regardez, est-ce que c'est une étude cas témoin? Qu'est-ce que vous pensez? Non. Pourquoi? Qui peut me dire pourquoi? Parce qu'on a suivi l'étude. On ne peut pas estimer aussi des taux de mortalité. Donc, pour l'étude cohorte, on estime des pourcentages d'exposition. Et on commence par la mortalité. Les décès et les témoins, c'est les non-décès. Donc l'état initial pour une étude cas témoin, c'est les malades. C'est la cible ici, les malades. Les cas, c'est les décès par les nouveau-nés décédés. Et l'exposition, c'est le nombre de consultations. Vous avez la deuxième réponse. Est-ce qu'il s'agissait d'un essai randomisé? On ne pourrait pas peut-être une étude randomisée, puisqu'on n'a pas fait la randomisation. D'accord. D'accord. Alors, oui. Donc, est-ce qu'on peut la considérer comme un essai randomisé? Est-ce qu'on peut la considérer comme un essai randomisé? Il n'y a pas de la. On n'a pas fait la randomisation pour constituer les deux groupes. Donc, cette étude-là ne pourrait pas être considérée comme une étude, comme un essai randomisé. Est-ce qu'elle pourrait être une étude cohorte étiologique? L'étude cohorte étiologique, vous avez 2 groupes. Ici, nous avons 2 groupes. Un groupe des enfants aux mères qui ont suivi qui ont consulté moins de 3 ans, et un suivi des enfants dont les mères ont consulté plus de 3 consultations. On les a suivis, c'est l'étude cohorte, donc il y a un suivi. Et la cible, c'était le taux de mortalité. Et on sait très bien que pour l'étude cohorte, l'indicateur à estimer, c'est un taux, soit l'incidence cumulée, soit le taux d'attaque, soit le taux de mortalité. C'est la même chose. Est-ce qu'il s'agissait d'une étude transversale? Ce n'est pas le cas, puisque dans l'étude transversale, on estime un taux de prévalence. Est-ce qu'il s'agissait d'une étude témoin emboîtée dans une étude cohorte? Ce n'est pas le cas. Donc, ici, il s'agit d'une étude cohorte étiologique. 2 groupes. Puis après, le premier groupe exposé, c'est-à-dire la maman a été consultée, a été suivie pendant moins de 3 consultations. Le deuxième groupe, donc la maman a été suivie plus de 3 fois. Et donc, c'est ça l'exposition, exposé, non exposé. Et la cible, c'était le taux de mortalité. Maintenant, la question 4, le surcroît de la mortalité imputable au nombre de consultations prénatales chez les nouveau-nés dont les mères ont eu moins de 3 consultations prénatales et 2. Comment on va calculer le surcroît de la mortalité? Est-ce qu'on va calculer le risque relatif
la différence de risque ou bien la fraction écologique de risque. S'il vous plaît, qu'est-ce qu'on va estimer pour déterminer le surcroît? Le surcroît de l'incidence. Est-ce qu'on va calculer la différence de risque ou bien Oui, la différence de risque. la différence de risque? Il y a l'étiquette combien ici? Comment on peut l'estimer dans notre écran? 4%. 4%. Comment vous avez pu déterminer 4%? En faisant la différence entre les deux pourcentages. Donc, le taux de mortalité chez la population exposée était de 7,8 moins 3,7. On trouve combien? 4,4%. Donc, la dernière question, sachant que le nombre de décès parmi les nouveau-nés dans les mères ont eu au moins de 3 consultations prénatales, c'est élevé à 54. Le nombre de décès qui auraient pu être évités si un programme assurant au moins 3 consultations prénatales aux femmes enceintes avait été mis en place et 2. Donc ici, on va calculer ce qu'on appelle le nombre de cas évitables. Comment calculer le nombre de cas évitables? Quelle est la formule à utiliser? Vous avez 3 formules. Qui peut me dire comment? S'il vous plaît. Comment on va calculer? Quelqu'un m'a dit donc pour déterminer le nombre de cas évitables, je mets le rapport 1 sur la différence de risque. Donc, c'est-à-dire si je mets 1 sur 0,04, tu trouves combien? Je trouve combien? S'il vous plaît, il faut participer. Hein? Si on utilise cette méthode, on trouve 25. C'est-à-dire 1 sur la différence de risque. Oui. Qui peut me donner signification à 25, à la valeur 25? C'est les cas qui auront pu être évités. Nous n'avons pas 25 ici. On cite l'épidémie. Hein? « 25, c'est imputable à la cause. » Ici, on va estimer, donc, sachant que le nombre de décès parmi les nouveau-nés dans les mères ont eu au moins 3 consultations prénatales. Donc, c'est élevé à 54. Donc, il y avait, pour les mères qui ont consulté moins de 3 consultations, il y avait 54 décès. Et donc, maintenant, on veut déterminer le nombre de cas ou bien le nombre de décès à éviter si on met un programme de santé. Quel est le nombre de cas à éviter pour estimer, pour déterminer, pour assurer que le programme de santé est efficace à 20 ans. Donc, vous allez revoir les 3 formules pour déterminer le nombre de cas évitables. Donc, et on voit au cours de la semaine pour l'exercice et pour le deuxième sujet. Est-ce que vous avez des questions? Il faut préparer, il faut lire un peu hein, pour qu'on puisse avancer. D'accord? Professeur, s'il vous plaît. Oui. Que veut dire une étude cas témoin qui est emboîtée dans une cohorte?
Ça, c'est le cas, par exemple, quand vous avez une compte, par exemple, le registre de cancer. Nous avons tous les cas cancéreux à l'intérieur d'un registre. Et quand je veux, par exemple, étudier le cancer du sein, moi, j'ai une cohorte qui comporte toutes les localisations, chez la femme, par exemple. Et je veux étudier, par exemple, les facteurs étiologiques du cancer du sein. Dans cette situation, les cas, ce sera les malades ou les femmes ou les patientes ayant un cancer du sein, ça c'est les cas. Et les témoins, ce sera tous les autres malades ayant une autre localisation, c'est-à-dire ayant un autre cancer. Puisque par définition, on dit que les témoins sont comparables par rapport aux cas. Ils proviennent de la même population, sauf la maladie. Et donc, le cancer du sein, donc, si je veux étudier le cancer du sein, ce sera les cas. Les témoins, ce sera les autres localisations. Mais les cas et les témoins, on les a identifiés à travers une cohorte, à travers un registre de cancer qui collecte toutes les localisations. Et donc, on utilise dans cette situation le terme étude cas témoin nichée, on peut dire logée, dans une étude cohorte. Donc, la cohorte, c'est toutes les localisations. Et l'étude cas témoin, elle concerne la localisation qui fait l'objet d'un travail scientifique. D'accord, merci à vous, professeur. Eh bien, je vous remercie. À la prochaine séance. Merci. Essayez de préparer avant qu'on organise la séance prochaine, Inch'Allah. Si vous n'allez pas préparer, je ne vais pas faire avec vous, je ne programme rien avec vous. Donc, vous devez préparer pour qu'on puisse avancer de façon plus juste. Il y a Mohamed 5e année qui m'a donné le nombre de cas évitables, c'est la différence de risque fois le nombre de sujets total, effectivement. Donc, il y a 3 formules à utiliser. Essayez de les reprendre et on va les voir la prochaine séance. D'accord? Je vous remercie. D'accord, merci. D'accord.